ma mère en a profité pour partir en pèlerinage en Inde, en compagnie de mon plus jeune frère, Tanzin Tchegal. Entre-temps, l'armée populaire de libération avait fait halte à Gamda, près de la frontière ouest du Kham. La route vers Lhasa était ouverte, mais ils voulaient s'emparer du reste du pays, sans faire usage de la force. Nous n'avions guère d'autre choix que d'autoriser une délégation à se rendre à Pékin pour mener des négociations qu'on nous imposait par la force. Ngabo, le gouverneur du Tibet oriental, dont nous avons déjà parlé, a été choisi pour conduire la délégation. Nous lui avons dit qu'il pouvait engager les négociations en mon nom, à condition que les Chinois ne protestent pas davantage. En avril 1951, ma délégation est arrivée à Pékin et les discussions officielles ont commencé. Au début, on communiquait avec l'équipe par télégramme, de façon sporadique. Mais après, c'était le silence. Tandis que je patientais dans le monastère de Yatung, puis, le 23 mai 1951, alors que j'écoutais ma vieille radio bûche, j'ai entendu sur le canal de diffusion en langue tibétaine de Radio Pékin qu'un accord en 17 points pour la libération pacifique du Tibet avait été signé le jour même entre la République populaire de Chine et ce qui était présenté comme le gouvernement local du Tibet. Vous imaginez ma stupeur. L'émission déclarait ensuite, pendant les 100 dernières années, le Tibet avait été occupé par des forces impérialistes agressives, coupables de toutes sortes de tromperies et de provocations qui avaient plongé le peuple dans un abîme d'esclavage et de souffrance. Ce cocktail de mensonges et d'insultes m'avait donné envie de vomir. Ce n'est que lorsque ma délégation est entrée à Lhasa que j'ai découvert ce qui s'était réellement passé pendant les négociations. Mes représentants avaient été victimes de coercition, ils avaient subi des insultes, des abus, et on les avait menacés de leur infliger des violences physiques et d'engager des actions militaires contre le peuple tibétain. Quand la délégation s'était assise à la table des négociations, on leur avait présenté le premier jet du texte d'un accord en 10 points, déjà prêt. Ma délégation avait argué que le Tibet était un pays indépendant et fourni des preuves pour étayer ses propos. Les Chinois n'en avaient tenu aucun compte, bien sûr. Ensuite, ils avaient révisé leur accord en 10 points pour en faire un autre en 17 points, qu'ils avaient présenté comme un ultimatum. Sous la contrainte, la délégation tibétaine n'avait eu d'autre choix que d'accepter. En l'absence de communication avec moi ou mon gouvernement, Ngabo et ses collègues n'avaient pas l'autorité de signer un quelconque accord au nom du Tibet. Les Chinois avaient demandé à Ngabo s'il avait apporté le sceau officiel du gouvernement tibétain. Et bien qu'il ait sur lui celui de gouverneur du Tibet oriental, il a répondu qu'il n'en avait aucun. Sans se démonter, les Chinois ont alors forgé de nouveaux sceaux pour chaque délégué et leur ont fait signer le document le 23 mai 1951, en réalité au nom personnel des 5 délégués tibétains. Le 14 juillet, j'ai reçu une délégation chinoise porteuse d'une lettre que m'adressait le président Mao. J'ai dit au général chinois Chiang Ching-wu que je comptais répondre à Mao à propos du problème concernant l'accord en 17 points après mon retour à Lhasa. Lorsque je serai en mesure de consulter d'autres officiels tibétains, naturellement, il y avait un intense débat à l'Assemblée nationale de Lhasa sur la question de mon retour à la capitale. J'ai décidé de ne pas fuir en Inde à l'époque et j'ai également décliné une proposition des États-Unis pour négocier un lieu de refuge. Finalement, j'ai décidé qu'il valait mieux de rentrer et en septembre 1951, l'Assemblée nationale tibétaine a tenu une séance extraordinaire. Ngabo a présenté officiellement le prétendu accord. Après un long débat, le sentiment qui a prévalu est que la présence massive de troupes chinoises à notre porte ne nous laissait pas le choix. À l'époque, l'armée tibétaine dans son ensemble comptait environ 8500 soldats, alors que 80 000 combattants, endurcis de l'armée populaire de libération, se tenaient prêts à marcher sur le Tibet. Nos forces, peu nombreuses, étaient principalement équipées de vieux fusils Enfield britanniques, de mitrailleuses et de mortiers.
L'accord en 17 points débute par un préambule qui présente une révision fantaisiste de l'histoire du Tibet dans ses relations avec la Chine. La nationalité tibétaine est l'une des nationalités qui ont une longue histoire à l'intérieur des frontières de la Chine, notre mère patrie, notre grande mère patrie. Permettez-moi de citer les clauses clés suivantes. Le peuple tibétain regagnera la grande famille de la mère patrie, la République populaire de Chine. Le gouvernement local du Tibet fournira une assistance active à l'armée populaire de libération pour rentrer au Tibet et consolider les défenses nationales. Les Tibétains ont le droit d'exercer une autonomie régionale nationale sous la direction du gouvernement central populaire. Le gouvernement central n'apportera pas de changement au système politique existant au Tibet. Les autorités centrales ne modifieront ni le statut, ni les fonctions, ni les pouvoirs établis du Dalai Lama. Les croyances religieuses, les coutumes et les usages du peuple tibétain seront respectés et les monastères des lamas seront protégés. La langue écrite et parlée, ainsi que l'éducation scolaire de la nationalité tibétaine seront développées pas à pas, en accord avec la situation réelle au Tibet. Bien que cet accord nous ait été imposé par la force, le texte du document engage clairement la République populaire de Chine à garantir l'autonomie régionale et une autogouvernance du Tibet, ainsi que la liberté de culte, la protection de la langue, la conservation de notre terre et de son écologie, et notre droit à exister en tant que peuple, distinct, porteur d'une culture et d'un patrimoine unique. Cet accord est devenu le socle des relations de mon gouvernement avec la Chine jusqu'en 1959, quand je me suis enfui. Il semblait aussi être devenu une base pour la position que certains membres de la communauté internationale ont adoptée à propos du statut du Tibet. C'est une étrange contradiction. Indépendamment de la situation géopolitique à l'époque, le fait demeure que considérer que le Tibet a intégré la République populaire de Chine après 1950 revient à accepter la justification de la légitimité de cette conquête et la validité d'un accord signé sous la contrainte. Du point de vue du Tibet, l'accord en 17 points a été imposé par la force à sa délégation et sous la menace de l'armée de l'envahisseur massée à ses portes. Même si Pékin allait justifier par la suite son invasion en revendiquant la possession historique du Tibet, il semble clair qu'à l'époque, du moins pour Mao, l'invasion du Tibet était la spoliation flagrante d'une nation indépendante par la force. Son opinion sur l'indépendance du Tibet se reflète dans une déclaration qu'il avait faite à un journaliste et auteur américain, Edgar Snow, et qu'on m'a rapporté. En référence au pillage commis par l'armée rouge dans des régions du Tibet pour se nourrir pendant la longue marche, Mao a affirmé que c'était la seule dette des communistes chinois à l'international et qu'il faudrait la rembourser un jour. Aujourd'hui, grâce aux archives, nous savons aussi qu'en janvier 1950, Mao a demandé à Joseph Staline si l'Union soviétique accepterait de prêter à la Chine des avions militaires de transport de troupes pour emmener les soldats chinois dans le cadre d'un plan d'invasion du Tibet. D'après ce qu'on me dit, certains universitaires et historiens experts en géopolitique avancent deux motifs principaux derrière la décision de Mao d'envahir le Tibet. Juste après avoir établi un gouvernement communiste à Pékin, le premier est lié à ce que Mao et ses collègues communistes voyaient comme une nécessité de restaurer l'honneur national de la Chine, particulièrement à la suite de ce qu'ils appellent les 100 ans d'humiliation nationale. Une partie importante de ce processus consistait selon eux à réclamer les territoires qui avaient jadis appartenu à